Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des astuces de niveau plus avancé en Python. Donc j'ai mis avancé, mais en fait il y aura pour tous les niveaux, on verra. Donc une première chose qu'on va voir, c'est la mémorisation. Donc la mémorisation, ça consiste le fait de renvoyer directement le résultat si les paramètres qu'on passe à la fonction sont les mêmes. Donc ici, dans l'exemple que j'ai ci-dessous, j'ai défini en fait une fonction qui est en fait assez longue, parce qu'en fait elle va s'arrêter pour 3 secondes. Et donc par exemple, si je l'exécute avec ceci, on voit bien qu'elle prend 3 secondes pour la computation et qu'elle me renvoie ensuite le premier résultat 6. Donc maintenant, si j'ajoute le décorateur en fait LRUCache, qui vient en fait de functool LRUCache, en fait je vais créer une fonction qu'on va appeler donc mémorisation, c'est-à-dire qu'il va garder en mémoire le cache, le résultat des 256 derniers appels. Donc par exemple, je vais l'appeler une première fois ici, donc elle va bien prendre 3 secondes. Et maintenant, si je l'appelle cette fois-ci une nouvelle fois, mais avec les mêmes paramètres, le résultat est immédiat. Et donc on a bien qu'il me renvoie third, donc 6, qui est égal au premier résultat. Et donc c'est la même chose, si je vais l'appeler cette fois-ci avec des paramètres pas les mêmes, mais différents. Étant donné que les paramètres sont différents, elle n'aura jamais connu ce résultat. Et donc elle va bien prendre 3 secondes pour faire la computation. Et maintenant, si là je définis une nouvelle variable qui s'appelle 2, et que je renvoie juste la même fonction, là elle me renvoie instantanément en fait. Donc c'est très utile notamment si vous avez des fonctions très longues que vous êtes sûr d'appeler avec les mêmes paramètres, ou si par exemple vous faites des appels à database souvent avec les mêmes paramètres, etc. Ça permet d'économiser un temps fou. Une seconde chose qu'on va voir, ça va concerner les fixtures. Donc les fixtures en fait c'est principalement utilisé dans les tests. Donc ici j'ai défini un PyTest en fait, avec une classe, donc une classe de personnes où je définis deux personnes, une personne mâle et une personne femelle. Et en fait, si j'ai envie de tester, par exemple, que ma personne mâle, son âge c'est bien entier, ou que mes genders c'est ça, en fait, plutôt que de définir une constante comme ceci, je vais définir une fixture. Donc qu'est-ce qu'une fixture? En fait, une fixture, ça va être une option, une fonction. Et en fait, je vais commencer en fait ici par ajouter un décorateur. Et ici, à la place de définir ma variable, je vais définir le nom de ma fonction et je vais dire qu'elle est égale à personne male. Et donc, je peux supprimer ceci. Et donc, ici, je vais dire en fait return personne qui soit une personne mâle. Donc, j'ai utilisé le mot-clé yield. Donc, yield, vous pourrez le remarquer, c'est souvent utilisé en fait pour envoyer du coup un itérateur. À la place d'avoir par exemple une liste, ce sera un itérateur, donc un objet de type itérable qu'on pourra itérer. Et en fait, dans le cas présent, c'est utilisé, pourquoi je vais utiliser yield? Parce que finalement, ma fixture, j'ai envie de l'utiliser qu'une seule fois. En fait, je l'utiliserai que dans mes tests, et après, elle disparaîtra d'elle-même. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on définit le décorateur fixture. C'est parce qu'en fait, à la place de définir ma variable ici, qui pourra être utilisée dans d'autres tests ou appelée différemment, je vais juste définir une fonction fixture qui sera juste appelée dans ma classe des tests, et donc une fois que mes tests seront exécutés, cette fixture elle disparaîtra. En fait, vous pouvez vraiment le voir comme une fonction temporaire. Et donc de la même manière, j'ai défini ma fixture mâle, je vais définir ma fixture femelle, et donc j'ai juste ici à changer en female, et je renvoie cette fois-ci Marie. Voilà. Et donc, pour appeler en fait mes fixtures dans mes fonctions de test, et bien ici je passe juste en paramètre personne mâle ou personne femelle. Et normalement, donc quand je vais exécuter mon test, tout va bien passer. Donc, n'hésitez pas en fait à les utiliser lorsque vous devez définir des objets encore plus complexes que ceux-ci, et surtout qui prennent beaucoup de mémoire. Donc dans ce cas-là, vous utilisez le mot-clé yield. On va maintenant voir comment compiler du code Python en code machine. Donc ici, on ne veut pas voir du Cython, car c'est assez compliqué, mais on va plutôt voir du Numba en fait. Donc d'après le package Numba, vous allez importer JIT. Donc JIT, c'est un décorateur qui va dire, par exemple, cette fonction, je veux qu'elle soit compilée directement en code machine. Donc c'est pour ça qu'on passe l'option noPython égale true, pour dire que le code ici ne sera pas exécuté en Python, mais directement compilé en machine. Donc maintenant, si je définis en fait un tableau X, qui est en fait une matrice assez grande, et que je veux calculer en fait la somme de la trace de la tangente, c'est-à-dire la somme de la tangente des éléments diagonaux avec cette fonction. Donc on va tester ça tout de suite. Et en fait, il faut savoir que normalement, la première fois que vous l'appelez, elle va prendre plus de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va devoir allouer des cases mémoire à votre machine, et donc c'est ce qu'on appelle en fait la compilation. Donc là, étant donné que je l'ai déjà compilé, ça devrait aller assez vite, donc 0,3. Mais une fois que je l'appelle, justement, une fois qu'elle a été compilée,
bah là vous voyez 0.01. Et donc vous pouvez vous amuser justement à comparer en fait cette fonction avec une même fonction sans décorateur, c'est-à-dire directement en langage Python. Et normalement, notamment si c'est des fonctions très lourdes qui utilisent beaucoup de NumPy, avec Git en fait vous irez bien plus vite. On va maintenant voir la notion de data class. Donc supposons qu'en Python j'ai défini en fait une classe personne, où en fait cette personne elle va juste contenir les informations suivantes. Donc l'âge, le gender et le name. Donc là j'ai défini justement une personne mâle. Et en fait je peux simplifier cette notation. Comment? En utilisant le décorateur data class. Ici je vais utiliser ce décorateur. Et en fait je vais juste réécrire ma classe ici. Sauf qu'en fait, le décorateur data class, il va directement passer la méthode init. Donc en fait, j'ai plus besoin du tout de la passer. Par contre, ce dont j'ai besoin de faire, c'est de définir en fait les différents attributs de ma classe. Donc par exemple, le name, qui sera un string, l'âge, qui sera par exemple un entier, et le gender, qui sera en fait lui aussi un string. Donc en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, ici, je peux même passer des attributs, comme par exemple frozen. Donc frozen, ça dit que cela ne peut pas changer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas modifier par exemple le nom, l'âge ou le gender. Donc en fait, ce sera cas par cas, si vous voulez ou non modifier votre classe. Donc ici, j'ai maintenant modifié cette classe, et je vais l'appeler pour voir si cela marche bien. Hop. Et donc, on a toujours la personne mâle qui est Bob, qui a 18 ans et qui est justement un mâle. Et donc une fois qu'on a défini juste les data classes, une chose aussi qui est très importante, c'est souvent en fait à la place d'utiliser des strings, ce qu'il faut utiliser en fait c'est des enums. Donc qu'est-ce qu'un enum? En fait c'est un type particulier de classe qui vous permet justement de ne pas utiliser des strings. Donc pourquoi on n'utilise pas des strings? Parce qu'en fait c'est très difficile de les comparer. Donc, par exemple, est-ce que ça c'est égal à ça? Ou par exemple c'est difficile par exemple s'il y a une typo et qu'on tape mal à la place de mail ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va définir justement une classe spécifique. Donc ici je vais l'appeler gender et en fait je vais la faire hériter de la classe de l'objet enum. Et en fait ce que je vais faire c'est juste définir deux objets, donc mâle et femelle. Et en fait je peux également rajouter ici juste le égal pour dire mâle égale female, mâle égale male and female égale female. Et maintenant en fait à la place de dire que le gender ça doit être un objet de type string, je vais dire que le gender ça doit être un objet de type gender, c'est à dire qu'il doit être de ma classe enum. Voilà. Et donc si j'ai bien fait la chose, vous voyez qu'ici il va pas être content, ce qui me dit en fait excepted type gender code string inside. C'est pour ça qu'ici en fait je vais lui passer cette fois-ci un gender et je peux par exemple en fait directement préciser le type. Donc je vais par exemple dire que c'est un mâle. Et en fait cela permet d'éviter d'utiliser des strings puisqu'en fait vous voyez justement il reconnaît directement quelles sont les différentes options. Il peut me dire par exemple si c'est female, ici vous voyez j'ai les différentes propriétés. Et donc en fait je sais directement si ce que j'ai mis c'est bon ou pas. Et donc par exemple si je mettais male, là il me gueule pas dessus et donc c'est dire qu'il est content. Et donc ici j'ai bien défini donc le gender et lorsque je fais appel à l'objet gender, je peux voir qu'il correspond à deux attributs. Donc le premier c'est name, donc name ça va correspondre toujours à l'attribut de gauche et en fait la value ça va être le string qui va correspondre à l'objet de droite. Et donc par exemple je peux tout à fait comparer, donc gender male point du coup value égale male. Et donc on a bien en fait l'égalité. Et donc cela vous permet de comparer sans jamais utiliser des strings. Parce qu'imaginons que là en fait donc ce soit ma personne, j'ai envie de voir si ma personne.gender.value c'est la même. Et donc oui, je sais bien qu'en fait ma personne elle est de type mâle sans jamais en fait comparer les strings à eux deux. On va maintenant voir le multiprocessing. Donc le multiprocessing c'est un topic très important, notamment si vous l'utilisez optimiser votre code très complexe. Donc pour ce faire en fait vous pouvez tout importer depuis la librairie multiprocessing de Python. Donc, par exemple CPU count, les pools, les process, etc. Et donc on va maintenant voir un exemple très simple de multiprocessing.
Donc ici, ce que je vais faire, c'est juste, je vais définir une fonction square qui en fait arrête le temps pendant 2 secondes et qui me retourne justement le carré de mon nombre, donc n fois n. Et en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait commencer mon timer et je vais lui indiquer en fait combien de GPU j'ai, de CPU, pardon. Donc ici, mon ordinateur, vous voyez, il a 8 corps. Donc vous pouvez utiliser cette fonction sur le vôtre pour voir combien en fait votre ordinateur il a de CPU. Et en fait, comme mon CPU il a 8 cœurs, je vais en fait définir un array, enfin plutôt un tuple, contenant 8 valeurs. Et en fait, ce que je vais dire, c'est que je vais utiliser l'objet pool qui vient justement de la librairie de multiprocessing. Et je vais lui dire en fait, donc pour mon pool de multiprocesseurs, c'est-à-dire un peu mon nœud de multiprocesseur, je vais lui demander en fait de calculer à chaque fois le carré, c'est-à-dire le square de nombre, et de me l'afficher. Et en fait, du coup, c'est ce qu'on va faire ici. Et je vais également lancer le timer. Donc voilà, donc là en fait ce que vous voyez pas forcément, donc vous pouvez le voir notamment si vous allez dans les paramètres de votre machine ou si vous affichez en temps réel l'activité de chaque cœur, mais en fait chaque cœur il a reçu une valeur à calculer et en fait à chaque fois ce qu'il a fait c'est qu'il l'a mis au carré et donc il va afficher le résultat. Et donc là j'ai bien le résultat qui a été calculé sur chacun des 8 cœurs. Et donc le temps de computation a été de 2 secondes. Et maintenant, si je fais le même process, mais qu'à la place de mettre 8, je vais juste rajouter 3 valeurs. Étant donné que mon ordinateur, il a juste 8 cœurs, ce qu'il va faire, c'est que ces 3 valeurs, il ne va pas pouvoir les exécuter directement. C'est-à-dire qu'il va devoir attendre que les 8 premières ont été exécutées. Et donc, normalement, si vous avez bien compris, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter les 8 premières en 2 secondes. Et ensuite, les 3 autres, il va les allouer à 3 cœurs différents, une fois qu'ils ont terminé les premiers. Et donc j'aurai 2 fois 2 secondes, puisqu'à chaque fois la fonction square, donc c'est comme on l'a vu, ici elle prend 2 secondes. Et donc on va tout de suite tester si c'est bon. Impec. Donc vous voyez, ici elle a pris 4 secondes, puisqu'elle a exécuté 2 secondes pour envoyer la fonction, pour envoyer la valeur et faire la fonction sur chacun des 8 premiers cœurs. Et comme les 8 premiers cœurs sont saturés, on doit attendre en fait et ensuite afficher les 3 derniers. Donc là en fait c'est un exemple très simple pour vous donner un peu l'intuition qu'il y a et qu'on peut utiliser en fait chacun des cœurs de son ordinateur, les CPU, pour paralyser les opérations. Et donc en fait ça vous permet en fait de paralyser les opérations et les faire plus simplement. Donc là dans l'exemple très connu de scikit-learn, donc par exemple ici je vais définir grid search qui va me permettre de trouver les différents best parameters de mon modèle. Et en fait ici, donc quand je spécifie le nombre de jobs, ce que ça me dit, en fait ça me dit, si je regarde donc ici, nombre de jobs, normalement, je vais faire n jobs, ce sera plus simple. Voilà. En gros, ça vous donne plus d'informations sur ce qu'il exécute, mais l'idée derrière, c'est qu'en fait, njob, ça va correspondre au cœur que vous allez allouer pour faire le grid search. Et en fait, si vous spécifiez -1, ça veut dire que vous en fait comptez allouer tous les multiprocesseurs au grid search. On va maintenant voir la notion de args et quargs. Donc en fait, vous avez peut-être déjà vu ce keywords =args. Donc en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit ici à ma fonction qu'en fait le nombre d'arguments que je veux lui passer peut varier, et en fait que ça va être plus un tuple plutôt que d'être un nombre fiché d'éléments. Donc ensuite, une fois que je lui passe ce nombre variable d'éléments, ce que je vais faire, c'est itérer en fait dans ce nombre de variable d'éléments, stocker le résultat, puis l'afficher. Donc on va regarder tout de suite comment ça marche. Je vais définir ici ma fonction donc args, et donc ici je vais l'appeler avec 4 éléments. Mais en fait, ce que je peux faire, c'est aussi choisir de l'appeler justement avec un seul élément en fait. Je peux très bien avoir un nombre variable d'éléments, et en fait, donc il n'y a pas de limite. Je peux très bien l'appeler avec 10 éléments, 20 éléments, etc. Et donc à chaque fois, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me calculer la somme de tous ces éléments.
Donc, est-ce qu'on est obligé de noter le nombre quarks? Non. Vous pouvez également noter par exemple n'importe quel mot. Par exemple, je sais pas, elements to sum. Et en fait, le seul truc qui va être important, c'est l'astérisque ici, en fait. Il faut bien que vous pensiez à la rajouter pour dire qu'en fait, ce que vous passez, ça va être en fait packé, en fait, c'est-à-dire mis sous la forme d'un pack, sous la forme d'une liste. Et en fait, cette liste, on va ensuite pouvoir l'itérer. Et donc, si je regarde, voilà, ça marche pareil. Et maintenant que nous avons ça, on peut voir ce que c'est quarks. Donc ici, ça va être un peu similaire, sauf qu'en fait, la différence, c'est que quarks va prendre également en entrée le keyword. Donc c'est pour ça qu'en fait, on l'appelle quarks, because il y a l'argument, mais il y a aussi le keyword qui est passé. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est générer un tableau de Pokémon. Donc, par exemple, je vais le faire itérer en fait dans les arguments qui sont passés, et à chaque fois, je vais afficher la key et la value. Donc, pour illustrer tout ça, je vais ici donc créer en fait un Pokémon qui va s'appeler A, et en fait, ce que je vais dire, je vais passer la couleur blue, le level 15, l'élément water, et donc, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me faire en fait? Il va bien en fait ici itérer à la fois sur les keys, donc color, blue, level et éléments, mais aussi sur les values, c'est-à-dire blue, 15 et water, et en fait il va me les afficher ici. Et donc en sortie, j'ai bien en fait mon dictionnaire qui a été créé. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que c'est extrêmement modulaire. Par exemple, à la place d'avoir mis ça, je peux très bien mettre n'importe quoi égale 15, n'importe quoi égale ça, n'importe quoi égale ceci, voilà. Et donc, comme c'est ultra modulaire, en fait, là, il va également me créer un nouveau A, où en fait, ça a non-sens. Donc, en fait, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc, c'est vrai que moi, j'aime pas trop les utiliser parce que justement, j'aime bien définir quels sont les types, quels sont les arguments. Mais il y a certains cas où, en fait, des fois, vous savez pas trop ce que vous allez avoir. Donc, ça permet, en fait, de garder une certaine modularité, notamment si vous passez en entrée des dictionnaires ou des paramètres extra. Et ensuite, bien sûr, donc ici, à la place de spécifier quarks, vous pouvez mettre n'importe quel mot. Donc, par exemple, ici, je vais mettre attributes. Bon, c'est vrai que quarks, des fois, on permet de comprendre mieux ce que ça veut dire. Mais ici, je peux très bien l'appeler attributes. Et en fait, l'essentiel, c'est de comme rajouter en fait les deux astérix. Donc, un astérix pour les éléments et deux astérix si vous voulez avoir à la fois les éléments, mais aussi les keywords qui sont passés. On va maintenant s'intéresser à la récursivité. Donc l'un des exemples les plus connus de la récursivité, en fait, ça va concerner la fonction factorielle. Donc on sait que la factorielle, en fait, comment elle est définie? Elle va être définie par cette formule, c'est-à-dire la factorielle de n est égale au produit de tous les nombres de 1 jusqu'à n. Donc par exemple, la factorielle de 5, justement, c'est 120. Et en fait, cette factorielle, elle peut se voir de deux façons. Donc la première, c'est également à ceci, mais elle peut également se voir comme une formule de récurrence. Donc, tout ce qu'on va faire au début, c'est calculer la factorielle en faisant une version très simple. Donc ici, en fait, ce qu'on fait, c'est on définit donc le résultat qui est égal à 1, et en fait, on va multiplier tous les nombres de 1 jusqu'à grand N, et on va les multiplier, et on va ainsi obtenir le résultat. Donc, par exemple, la factorielle de 5, il va bien me renvoyer que c'est 120. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est en se basant sur la formule de récursion ici, donc la factorielle de n est égale à n fois la factorielle de n-1, je vais définir en fait une formule de récurrence qui va dire que si le nombre n que je passe, donc qui est égal à 1, je vais juste retourner 1, et sinon, en fait, je vais retourner le nombre n fois la formule n-1 en fait. Donc j'appelle en fait elle-même la fonction à l'intérieur de la fonction. Et donc en fait on regarde que cette formule là, c'est juste égal à cette fonction ceci. Et c'est juste que ici le point d'exclamation en fait, vous pouvez le voir comme la fonction ici qui est appliquée au point d'exclamation, à la place du point d'exclamation. Donc je vais maintenant exécuter ceci. Et en fait, je peux également ici, c'était dans les paramètres de système, la récursion limite. Donc en fait, ça me définit le nombre maximal de récursions que je dois faire.
Donc là, par exemple, je vais le mettre à 100 000, ce qui nous permettra de faire des récursions assez longues. Et en fait, l'un des avantages à ceci, c'est que généralement, notamment dans les formules donc de récurrence, de suite, ou encore par exemple d'arbres, donc par exemple si vous avez des arbres binaires ou des choses comme ça, vous pouvez utiliser la fonction récursive, c'est-à-dire appeler la fonction d'avant pour calculer très simplement et très efficacement. Donc là, on peut voir la différence dans les deux times. Donc ici, on peut voir que la fonction récursive est légèrement plus lente que la fonction classique de factoriel. Mais en fait, on est dans un cas assez particulier où en fait, ici c'est juste un cas de détail. Mais étant donné que la fonction factorielle classique, elle prend pas beaucoup de mémoire, on peut toujours la faire comme ceci. Mais maintenant, imaginez qu'à la place de la fonction de récursion classique, c'était des fonctions très compliquées avec des arbres, comme calculer par exemple la somme de tous les chemins possibles. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser la récursion en appelant elle-même la fonction ou en appelant elle-même l'arbre avec d'autres paramètres, histoire de remonter en fait dans la chaîne de calcul. On va maintenant s'intéresser à un concept très particulier qui pour moi est très intéressant, c'est les itérateurs. Donc les itérateurs, en fait, vous pouvez les utiliser from itertool en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'un itérateur? Donc ici, je vais juste importer le cycle et je vais définir mes deux listes. Donc ma liste de fruits et ma liste de drinks, donc coca, etc. Et en fait, ici, donc à la place d'avoir une liste, je vais en fait la transformer en itérateur. Voilà. Et donc vous voyez qu'ici, en fait, ça devient un objet assez particulier. Donc je ne peux pas accéder aux data. Par contre, ce que je peux faire, donc pour y accéder, c'est juste utiliser le mot-clé next. Et en fait, à chaque fois que je vais utiliser le mot-clé next, il va me dépiler en fait ce qu'il y a dans mon itérateur. Donc là, vous voyez que dans l'ordre, il va d'abord prendre la apple, ensuite banane, ensuite cherry, ensuite strawberry, etc. Donc en fait, l'avantage des itérateurs, c'est que ça permet de ne pas l'avoir en fait dans la mémoire. Donc imaginez ici à ma place d'une liste de string, c'était une liste d'objets vraiment très très lourds. En utilisant le mot next, ça me permet d'en avoir juste un seul à la fois et d'éviter de saturer la mémoire. Ensuite, un second exemple d'itérateur, donc ça va être le cycle. Donc en fait, ici, je vais importer from itertool à la fonction de cycle. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon cycle sur ma liste de fruits. Et ce que ça va me faire, c'est que ça va me créer un cycle infini. Donc si j'essaie d'y accéder, il me dit juste que c'est un objet de cycle, donc je ne peux pas voir. Et en fait, le cycle, ce que ça va me faire, c'est que ça va faire en fait cette répétition de liste, mais à l'infini. Et donc par exemple, si j'essaye de la parcourir, vous voyez bien qu'à chaque fois, il m'affiche les mots. Et en fait, étant donné que mon cycle, c'est infini, il va me l'afficher jusqu'à la fin. Donc là, je vais juste killer mon programme, parce que là, autrement, il va casser. Voilà. Et l'un des exemples où ça peut être utilisé, les cycles, ça va être notamment lorsque vous voulez mettre cette liste sous la forme infinie. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de vous soucier des index. Donc, je vais vous montrer par exemple un exemple tout de suite. Voilà. Donc, ici, on va faire un problème. On a envie de chercher le jour, donc le premier jour, où David, donc c'est une personne random, il est en train de boire de l'ice tea, donc ici, avec une cherry. Donc tous les matins, en fait, David, il suit le même planning. Il commence par manger une apple avec du coca. Ensuite, le jour 2, il va boire du Fanta avec du banana. Le jour 3, cherry avec Pepsi, etc. Et lorsqu'il arrive au jour 5, donc il a mango. Et lorsqu'il arrive au jour 6, il va boucler, en fait. Donc il va repasser une apple. Et ainsi de suite. Et le jour 8, donc ce sera banana, etc. Donc vous pouvez le voir comme une répétition de liste infinie. Et same pour les drinks. Donc vous pouvez intuitivement, on va voir qu'à un moment, étant donné que les listes elles sont de deux tailles différentes, donc cette liste est de taille 5 et celle-là de taille 7, il y a un moment en fait où Ice Tea va se retrouver avec Cherry. Donc en fait, ça revient à un problème mathématique de modulo avec des congruences en fait, et on cherche à savoir lorsque Cherry et Ice Tea vont communiquer. Donc vous pouvez le résoudre de manière mathématique, ou une autre méthode, c'est le résoudre de manière algorithmique. Donc vous allez en fait, tant que la condition n'est pas n'est pas validée, donc on va faire une boucle infinie, et en fait chaque jour on va prendre l'index du fruit, donc au départ c'est 0, et l'index du drink c'est 0, et tant que le fruit et le cherry ne sont pas les mêmes, donc si elles sont les mêmes, je break, je sors de ma boucle, tant que ce sont les mêmes, je rajoute un jour,
je rajoute l'index de mon fruit, l'index de mon drink, et si l'index de mon fruit, par exemple, dépasse la longueur de ma liste, donc pour ne pas faire une sortie de liste, par exemple, si je fais ma fruit de 6, il va me renvoyer une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sorti de la liste. Voilà. Donc, une fois que ça passe à 6, en fait, je veux dire, une fois que ça passe à 6, bah, repasse à 0. Et comme ça me permet de boucler là-dessus. Donc, on va tout de suite voir si cela marche. Hop. Donc, je définis en fait ma boucle. Je ne l'ai pas défini ici. Voilà. Voilà. Et donc, le jour est 27. Donc, en fait, au bout du 27e jour, il va y avoir en fait la condition va être vérifiée. C'est-à-dire qu'au 27e jour, David va manger cherry et va boire de l'ice tea. Et maintenant, si j'ai envie de réécrire la même chose, mais sous la forme de cycle, c'est beaucoup plus simple en fait, puisque étant donné que je vais avoir une répétition infinie des cycles, j'ai juste besoin de faire next pour avoir le fruit suivant et drink pour avoir le fruit suivant. Donc j'ai pas besoin de me soucier ici de l'index ou de la taille de ma liste, puisqu'en fait c'est infini. Et donc de la même façon, voilà, je vais définir ici, et donc number days, 27 également. Donc ça permet, en fait c'est une petite astuce d'utiliser les itérateurs, et notamment les cycles ici, pour ne pas vous embêter avec les index ou pour sauvegarder la mémoire. Donc on retrouve maintenant la notion de test. Donc dans les tests, j'aimerais vous montrer un objet très intéressant qui s'appelle le Magic Mock. Donc en fait quand on va définir un mock, ce que ça va faire, c'est que ça va définir une fausse fonction ou un faux objet qui va nous permettre de savoir si les tests ont bien été exécutés ou si certaines fonctions ont bien été appelées. Donc dans l'exemple suivant, je vais définir en fait une classe de test random. Et en fait, je vais définir par exemple une fonction ici qui s'appelle database called. Donc elle va m'indiquer si la database a été appelée. Et ici en fait, je vais définir une fonction donc avec un cache LRU, c'est-à-dire sous la forme de mémorisation, qui à chaque fois qu'elle est appelée, elle va appeler la database. Donc comme on a vu précédemment, si on l'appelle deux fois avec les deux mêmes paramétreurs, elle va pas renvoyer, elle va pas faire l'appel, elle va juste renvoyer le résultat. Donc c'est la notion de cache en fait. Et maintenant ce que je vais définir, donc c'est le magic mock, et en fait ce que j'ai envie de moquer, c'est l'appel de la database. Donc pour cela je vais définir que le magic mock il va s'appliquer à la fonction database call. Donc ensuite je définis une nouvelle test qui correspond à l'objet, à l'attribut de test. Et en fait, ici, je vais appeler ma fonction de exemple 3 fois. Donc, je vais l'appeler 3 fois, donc 3.3, 3.7, 3.3. Et en fait, je vais l'appeler 3 fois, mais je vais l'appeler 2 fois avec les mêmes paramètres, à savoir 3 et 3. Et en fait, étant donné que cette fonction, elle a été mémorisée, donc normalement, lors du deuxième appel avec les mêmes paramètres, en fait, elle ne va pas faire ce qu'il y a à l'intérieur, et elle va directement renvoyer le cache. Donc, c'est pour ça qu'en fait, finalement, normalement, si j'ai bien compté, ma database call, elle devrait être appelée seulement 2 fois. Et en fait, c'est vraiment ce que je peux vérifier avec l'objet Magic Mock, puisque là, l'objet Magic Mock, il va avoir une propriété, hop, qui est par exemple, je peux assert called, donc ça veut dire que assert called, en fait, il va vérifier que ma fonction, elle a bien été appelée. Et donc, en fait, je peux même faire assert call once, ce qui veut dire que ma fonction a été appelée une seule fois, ou alors je peux faire par exemple d'autres choses, donc assert call with, c'est-à-dire assert call avec certains paramètres, assert any call, assert not called, ça n'a pas été appelé, etc. Et donc ici, je vais d'abord vérifier qu'elle a bien été appelée, et ensuite je vais bien vérifier qu'elle a été appelée 2 fois. C'est-à-dire que en fait cette fonction a juste été appelée 2 fois et non 3 fois ici. Donc une fois que cela est fait, je peux vérifier avec mon test. Donc je lance ici. Et donc normalement, bon bah ici je ne l'ai pas mis, mais je peux très bien faire un PyTest, donc il s'appelait de test. Et donc voilà. Donc là il a bien collecté les 3 items. Donc le test qu'elle est once. Et donc il a bien vérifié que celui-ci est passé, c'est-à-dire que j'ai bien le petit vert. Donc si celui-ci est passé, ça veut dire que ma database elle a bien été appelée 2 fois. Et donc maintenant si je change le nombre, et par exemple je le mets 3, donc vous pouvez bien vérifier par exemple que la mémorisation fonctionne, là normalement le test ne passe plus. Puisqu'en fait il me dit assert d'égale 3, ou en fait 2, il m'indique que le magic mock il a été appelé 2 fois.
Et donc en fait cela est très utile, donc Magicmock, si vous voulez vérifier que des fois vos fonctions sont bien appelées avec des paramètres compliqués ou non, si les paramètres appelés sont bien les bons. Donc c'est pour ça que je vous le recommande de l'utiliser. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et en fait pour le dernier, je ne vais pas vous présenter un de mes astuces, mais justement je vais vous demander de me donner en fait en commentaire une de vos astuces. Donc il faut savoir que tout ce que je vous ai présenté ici, c'est des choses que j'ai appris grâce à des amis, grâce à des collègues, ou grâce par exemple sur YouTube. Donc c'est pour ça que je vous demande en fait de donner votre astuce, ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur les tests, ça peut être sur des fonctions, ça peut être juste quelque chose que vous avez vu, un package utile. Comme ça permettra d'une part, moi, d'apprendre, et de deux, de partager des connaissances et d'enrichir cette vidéo. Donc j'espère beaucoup que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager. Et n'hésitez pas justement à mettre des commentaires pour me dire si vous appréciez ce que je fais. Merci beaucoup, au revoir.